Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 12 mai. Sortir à Toulouse est-il devenu dangereux? C'est la question que l'on peut se poser au lendemain des 2 rixes qui ont entraîné la mort d'un jeune homme et fait 3 blessés graves. Nous entendrons notamment le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, dans cette édition et sur ce sujet. À 13 jours du scrutin des européennes, nous retrouverons Jean-Marc Lucas, accompagné du député PS sortant Éric Andrieux en visite à Toulouse et invité à la fédération du Parti socialiste rue Lance-Foc dans un instant. Enfin, les défaites, mais aussi de bonnes surprises pour les clubs sportifs toulousains ce week-end. On voit ça dans quelques minutes. 6 personnes interpellées et placées en garde à vue suite à 2 rixes dans la nuit de dimanche à lundi devant le bar Puerto Habana dans le quartier Port-Saint-Étienne. Un jeune homme de 21 ans est décédé. 3 autres sont toujours hospitalisés dans un état grave. Au cours de la même soirée, un autre jeune homme de 24 ans a été poignardé. Son état est toujours préoccupant. Le rappel des faits est signé Marie Larpan et Alain Sorat. C'était une soirée d'anniversaire qui avait réuni un groupe d'amis samedi au Puerto Habana, quartier du Port-Saint-Étienne. Vers 2 h du matin, la bande avait dû quitter l'établissement à sa fermeture. Après avoir été rappelés à l'ordre, les fêtards, trop bruyants, auraient été pris à partie à 2 pas du bar par un autre groupe au sujet d'un scooter renversé. Le ton est vite monté et l'un des protagonistes a sorti un couteau. Un jeune homme de 21 ans a été mortellement touché au thorax. Ramené dans le hall du Puerto Habana, il a reçu les premiers soins, mais il est décédé lors de son évacuation. 2 de ses amis ont également été touchés, l'un au dos et l'autre au ventre. Ce qui s'est dit dans le quartier depuis ce matin, c'est qu'on est relativement choqués parce que c'est un quartier qui jusqu'à maintenant était calme, même si depuis quelques mois maintenant on voit une certaine insécurité comme un peu partout dans Toulouse. Depuis une bonne année maintenant, on a une recrudescence de cambriolage, de tentatives d'effraction. Certains commerces du quartier ont été plusieurs fois cambriolés. C'est quand même surprenant parce que ça n'a rien à voir avec des agressions genre cambriolage. Donc c'est vrai que c'est quand même particulier à Toulouse qui est une ville festive, pour les étudiants en particulier, de se retrouver avec ce genre de menaces permanentes pour visiblement pas grand-chose. Environ 1 heure plus tard, le même soir, une autre bagarre a éclaté près du Barrio Latino, cette fois non loin du stadium. Un homme de 24 ans a été blessé à l'arme blanche dans le dos. Il aurait été agressé par 2 individus à scooter qui ont pris la fuite. Une soirée noire pour le maire de Toulouse qui a fait de la sécurité un thème phare de sa campagne. On va recruter à partir de la rentrée un premier volant de policiers municipaux supplémentaires. Et ce que je souhaite, c'est que tous les trimestres, il y ait une arrivée de policiers municipaux supplémentaires pour que dans les 2 ans qui viennent, nous ayons effectué le doublement des effectifs de la police municipale. Ce que je souhaite aussi, c'est que pour la vidéoprotection, on puisse choisir prochainement, là aussi dans le respect des procédures, un cabinet spécialisé qui va étudier avec les statistiques, avec les faits, avec toutes les informations que nous avons sur la délinquance à Toulouse, qui va étudier quels sont les endroits les plus pertinents pour implanter des caméras. Et lorsqu'on aura cette étude, que l'on puisse dialoguer avec la préfecture, parce que nous n'avons pas le droit d'implanter des caméras de vidéoprotection sans l'accord du préfet, que l'on puisse donc dialoguer avec la préfecture pour dire à la préfecture, voilà notre plan d'implantation. 2 bars latinos, 2 agressions à l'arme blanche le même soir. Dans chaque cas, 3 jeunes sont actuellement en garde à vue à Toulouse, d'après le procureur de la République. Néanmoins, pour l'instant, les enquêteurs n'ont établi aucun lien entre les 2 affaires. On ouvre une page politique à présent à 13 jours des européennes. La visite aujourd'hui à Toulouse d'Éric Andrieux, candidat dans la circonscription du Sud-Ouest et numéro 2 de la liste PS-PRG. Le député européen sortant est l'invité du PS 31 ce soir pour présenter sa liste et les enjeux européens. On retrouve justement Jean-Marc Lucas et Alain Sorat à la fédération du PS 31 rue Lance-Foc en compagnie donc du député européen Éric Andrieux. Bonsoir Jean-Marc, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir Sophie, je vous entends. Éric Andrieux est avec nous ici. Nous sommes donc au siège du Parti Socialiste, c'est une réunion de travail. Éric Andrieux, on attend a priori 60% d'abstention pour ce scrutin électoral sur les européennes. Quelle légitimité finalement a ce scrutin? C'est une précarité absolue. Écoutez, nous nous œuvrons au quotidien pour sensibiliser
les 7 millions d'électeurs de cette grande circonscription sud-ouest pour faire en sorte que cette légitimité soit optimale. C'est le pari que nous nous sommes lancés depuis maintenant plusieurs mois et quotidiennement nous parcourons l'ensemble des 18 départements pour justement expliquer à l'ensemble des citoyens et des électeurs l'enjeu de l'élection européenne pour effectivement qu'elle prenne sens et que la légitimité soit plus importante, au moins dans notre circonscription. Alors, la tête de liste, c'est Virginie Rosière, qui est, et ce n'est pas une insulte, une parfaite inconnue pour le grand public. Alors, quand on voit dans la liste UMP, Michel Liomari, quand on voit au Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, ou encore chez les Verts, José Bové, est-ce un avantage pour vous que finalement elle ne soit pas marquée politiquement ? Écoutez, c'est un choix collectif que nous avons fait entre les socialistes et les radicaux de renouveler donc les candidatures. Et un choix d'expérience. Le mandat de député européen est un mandat, comme je le dis communément, de besogneux, c'est-à-dire qu'il faut être présent au Parlement européen. Et que bien souvent, nous constatons, et moi je le constate depuis 22 mois, que ce n'est pas les grands élus, ce qu'on appelle les élus à forte notoriété, qui sont le plus présents dans les travaux que nous menons au sein du Parlement européen et en particulier à Bruxelles. Et qu'aujourd'hui, nous allons élire le 25 mai des députés européens qui auront un grand nombre de sujets dans les 5 ans qui viennent, majeurs à travailler, et que ça implique une présence réelle. Et que la notoriété ne vaut pas compétence ou la notoriété ne vaut pas présence au sein du Parlement européen. Dans tous les cas, les années passées le révèlent s'il en était besoin. Et nous avons fait le choix, nous, d'un mandat unique et d'une implication réelle et forte au sein de cette Assemblée. Moi, je l'ai montré pendant 22 mois. J'ai travaillé dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et j'étais très présent pour pouvoir mettre en lumière les spécificités de l'agriculture méditerranéenne, celles qui nous concernent, et gagner, de par ma présence et mon travail, je le crois, un certain nombre d'avancées pour notre agriculture. Et je pense que c'est majeur. Mais on se dit souvent, je vous coupe, que finalement la France donne plus d'argent à l'Europe que l'Europe n'en donnerait à la France. C'est vrai ou pas ? Oui, la France fait partie des pays contributeurs, mais n'oublions pas que l'enjeu de l'Europe, c'est un enjeu de convergence. C'est-à-dire que l'Europe des 28 existe sur la scène internationale et qu'une des missions premières de l'Europe, au-delà d'avoir gagné le pari de la paix, qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui, c'est de faire converger les États les plus en difficulté pour permettre que cette zone de l'Union européenne à 28 puisse créer un rapport de force avec les États continents comme l'Inde ou comme la Chine. Et que ce n'est pas le fait d'être État contributeur qui a un moindre retour. L'État contributeur, c'est une chose, mais le marché européen en est une autre. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'économie française exporte, nous le savons bien, pratiquement 85% de sa production dans le marché intracommunautaire. Ce qui n'est pas un mince avantage, loin de là. Ce qui est étonnant, et là, j'ai l'impression d'être schizophrène. Quand je lis votre programme, vous êtes contre la politique d'austérité, qui est certes menée par François Hollande. Vous êtes contre le dumping social, vous voulez taxer la finance. Les socialistes européens seraient-ils moins néolibéraux que ne seraient les socialistes en national ? Non, je pense qu'on ne peut pas. Il faut mettre les mots justes. Les mots ont un sens dans cette très belle langue qui est la langue française. Oui, mais nous sommes d'accord. Mais l'austérité européenne est une chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France obéit aux traités européens. Mais la France ne mène pas une politique d'austérité. Elle est engagée sur une volonté politique de réduction des déficits publics. Allez voir donc en Espagne, allez voir donc en Grèce, allez voir au Portugal, vous verrez ce qu'est l'austérité réelle. Il n'y a pas eu diminution de centaines de milliers de fonctionnaires en France, il n'y a pas eu diminution d'allocations. Si on garde ce critère de 3%, peut-être qu'on aura diminution pour le coup. Justement, c'est une raison de plus pour lesquels qui justifient que l'Union européenne a besoin d'alternatives. Aujourd'hui, l'Union européenne est dirigée par les conservateurs et les libéraux, donc par la droite européenne. Et c'est eux qui ont la majorité dans les 3 instances principales de l'Union européenne, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit la Commission européenne ou que ce soit le Parlement européen. Et nous menons campagne pour changer la majorité au sein de ces instances-là de l'Union européenne, en particulier du Parlement, parce que si le Parlement demain est progressiste et si nous sommes majoritaires, le futur président de la Commission sera Martin Schulz, notre tête de liste progressiste. Et donc, en cela, ça veut dire que l'objectif est bien de desserrer les taux. Cette règle des 3% qui est totalement inique, c'est de permettre effectivement à réduire les déficits publics, mais en traitant les effets de crise de façon différenciée par État membre. La situation de l'Allemagne n'est pas la même que celle de la France, par exemple. Et donc la France doit aujourd'hui, bien sûr, résorber son déficit public, mais le faire sur une durée plus longue pour ne pas étouffer la relance et l'économie du pays. Mais si je me souviens
souviens bien, en 2005, vous étiez, vous, socialiste, pour le traité de constitution européenne. Et dans ce traité, il n'y avait pas d'harmonisation sociale. Or, ici, à longueur de prospectus, vous dites que vous voulez l'harmonisation sociale. Vous avez changé d'avis. Mais parce qu'il y a eu une crise en 2008. D'abord, nous n'étions pas tous d'accord sur le traité de 2005, chez les socialistes. Ensuite, il y a eu en 2008 une crise, ça ne vous a pas échappé, et que donc de ce fait, la situation actuelle est différente que la situation de l'avant-crise de 2008. Et qu'aujourd'hui, dans tous les cas, la question de l'harmonisation sociale a toujours été au cœur de nos préoccupations. Et quand aujourd'hui nous prenons le revenu minimum à l'échelle des 28 États membres de l'Union, qui est une de nos plus grandes priorités dans le programme que nous proposons, nous avons la prétention de le mettre en œuvre dans les 5 ans qui arrivent. Pour une raison simple, c'est que nos amis allemands, le SPD allemand, a permis, dans le pacte de coalition, de mettre en œuvre le SMIC à l'échelle de l'Allemagne dès le 1er janvier 2015. Je dois vous couper. Merci Éric Andrieux. On rappelle le meeting pour les socialistes, le PRG, pour les européennes, le 22 mai. À la Beige. Merci Jean-Marc. À vous Sophie. Et on rappelle que vous étiez en direct de la fédération du PS 31 rue Lancefoc. Politique toujours. C'était l'une des principales annonces de François Hollande la semaine dernière. L'accélération de la fusion des régions et le report à 2016 du renouvellement des conseils régionaux et départementaux. Le chef de l'État a confirmé que le gouvernement compte diviser quasiment par 2 ce nombre de régions. Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées, soutient ce projet, mais à certaines conditions. On l'écoute justement au micro de Nathalie Vittezac tout de suite. Pour moi, le premier point, c'est quelle responsabilité donne-t-on aux régions et quels moyens. C'est d'abord là. Si on veut avoir des politiques régionales qui s'inspirent, qui approchent les politiques menées chez nos principaux partenaires européens, il faut des compétences, des responsabilités et des moyens. Donc c'est d'abord ça que nous n'avons pas aujourd'hui en France. À partir de là, si effectivement, dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine du transfert de technologie, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'orientation, dans le domaine de l'environnement, développement durable, si la France donne à ces régions moyens et compétences, alors il faut que les régions aient une certaine dimension. Pas forcément géographique. Il ne faut pas le poser en termes d'absorption d'une région par une autre. Ça n'a pas de sens. Il faut le poser en termes de création, de constitution éventuelle de nouveaux périmètres, qui doivent néanmoins garder la proximité, puisque ce qui préside à la décentralisation, c'est la proximité. Alors on est avec proximité variable, la proximité au niveau d'une commune, c'est la place du village, c'est l'école, c'est la mairie, c'est ça la proximité. Dans le reste de l'actualité toulousaine, cet appel à la grève lancé par le syndicat départemental Sud Santé Sociaux et la CGT Ligue de l'enseignement 31. Elle gère notamment 26 CLAE à Toulouse et regroupe de nombreuses associations et services. On pense par exemple à Handy League ou encore Vacances pour tous. Au cœur des revendications des 470 salariés toulousains, principalement la souffrance au travail. Une souffrance que la Ligue de l'enseignement 31 refuserait de reconnaître. Le CHSCT a donc mandaté un cabinet d'expertise pour l'aider dans ses démarches, mais son employeur aurait lui décidé d'assigner le CHSCT au tribunal de grande instance pour empêcher cette procédure. L'audience aura lieu demain matin. On écoute Franck Génie, porte-parole de l'intersyndicale, au micro de Pascal Solaire. Ça fait 2 ans que nous vivons des situations de mal-être au travail, de grandes difficultés de conditions de travail. Il faut savoir que l'animation, c'est un secteur très précaire avec des salariés qui font 20 heures, voire moins d'heures par semaine, avec des salaires relativement bas et surtout des conditions de travail extrêmement difficiles. S'ajoute à ça des pressions aujourd'hui qui sont exercées. On a connu aussi des burn-out. Nous avons plus de 200 départs en 2013. Entre les démissions, les abandons de poste, les licenciements, les ruptures conventionnelles. Il y a très longtemps en arrière, on était un vrai mouvement d'éducation populaire où les salariés avaient leur mot à dire, participaient aux décisions, etc. Aujourd'hui, nous sommes un système très hiérarchisé, c'est presque tais-toi et bosse et on n'écoute plus les salariés. Sauf que nous sommes au départ, pour beaucoup, nous avons une culture militante au départ de l'éducation populaire et le fait qu'on ait un schéma complètement de ce qu'on peut trouver dans les entreprises privées et capitalisées fortes, on retrouve ces mêmes schémas et on a du mal à avoir ce côté militant et en même temps être mal considéré, une mauvaise reconnaissance, etc.
Voilà, et puis selon l'intersyndicale, une dizaine de CLAE pourraient être fermées demain par manque de personnel. Des perturbations sont donc à prévoir dans les cantines des écoles. Et puis social, toujours, avec la mobilisation des éboueurs cette fois. À l'appel de la CGT, ils ont entamé un mouvement de grève aujourd'hui dans toute la France. Les agents réclament notamment une meilleure prise en compte de la pénibilité de leur travail. Cette mobilisation concerne non seulement les éboueurs, mais aussi les balayeurs, les égoutiers, les chauffeurs et puis les agents de tri et de traitement des déchets, soit l'intégralité d'une filière qui compte 70 000 agents en France. Parmi les revendications, notamment un départ anticipé en retraite entre 5 et 10 ans, selon l'exposition, une réduction du temps de travail pour les travaux insalubres, ainsi qu'une revalorisation salariale. À Toulouse, les agents feront grève à partir de ce jeudi. Allez, on ouvre une page sport à présent. La série de mauvais résultats se poursuit pour le TFC. Défait à Guingamp et puis énorme désillusion pour le Stade Toulousain, éliminé pour la toute première fois de son histoire lors des barrages du top 14. Défaite 21-16 contre le Racing Métro 92 à la surprise générale. On retiendra notamment l'impressionnante blessure de Florian Fritz. Reportage signé Samuel Prieur. Frustration, désillusion et même fin de saison pour le Stade Toulousain. Défaite historique en barrage face au Racing Métro 21-16. Historique car les Rouges et Noirs s'étaient systématiquement qualifiés pour les demi-finales du championnat depuis 20 ans. La déception est donc immense. C'est une grosse désillusion aujourd'hui. Ça a été un match très très difficile. L'histoire du club, elle y joue aussi parce qu'on a un peu l'impression de ne pas avoir réussi à passer les demi-finales par rapport aux années précédentes. Donc voilà, ça y rajoute aussi énormément de déception de s'arrêter ici en quart de finale. En ce moment, dans le vestiaire, c'est vrai qu'on entend les mouches voler, quoi. Il n'y a pas trop de bruit. Tout le monde est déçu. Moi, j'aurais bien aimé aller un peu plus loin avec cette équipe de Stade Toulousain, surtout que c'est ma première année. Et ça fait un peu chier de perdre comme ça, quoi, surtout. Moment marquant lors de ce barrage, instant polémique autour de la 20e minute de jeu. C'est le chaos de Florian Fritz sur cette action. Victime d'une commotion cérébrale, le 3/4 centre international est dans un premier temps raccompagné dans les vestiaires pour se faire soigner. 7 points de suture et 5 agrafes plus tard, surprise, il effectue son retour sur la pelouse, en dépit des dangers suite à ce violent choc au cerveau. Un fait de match qu'explique Guy Novès. Le rugby est un sport qui est toujours très dangereux. Moi-même, il m'est arrivé de jouer complètement sonné, me rappelant de rien, et vous voyez, je suis toujours là. Donc oui, il y a une part de risque, bien sûr. Mais quand il s'est revenu sur le terrain, il avait récupéré une partie de ses facultés, donc il pouvait revenir. C'est moi qui ai décidé après à la mi-temps, en ayant un peu plus de temps, tranquillement, j'ai décidé qu'il ne revienne pas. Outre ce fait de jeu, le constat sportif est implacable. Nouvelle saison blanche pour le Stade Toulousain, dont le dernier trophée remonte à l'année 2012 avec le bouclier de Brennus. L'heure est au bilan. C'est une saison qui n'est pas aboutie, qui n'est pas réussie, parce qu'on aurait bien aimé passer un tour de plus et voir mieux. Mais là, franchement, c'était une saison quand même très très compliquée, non pas en termes de résultats, puisqu'on est là, mais en termes de gestion humaine. Déjà, quand on a tout l'effectif, c'est compliqué. Déjà, quand on travaille bien, c'est très compliqué. Mais là, ça a été vraiment suffocant. Du côté des Violets, fin d'exercice en roue libre, fin de saison très pénible. Le TFC s'est incliné 2-0 face à l'En Avant de Guingamp, tout frais vainqueur de la Coupe de France. 2 buts encaissés dans le premier quart d'heure, un gouffre que les joueurs d'Alain Casanova ne réussiront jamais à combler. Après ce 8e match sans victoire consécutif, les Toulousains sont désormais 11e de la Ligue 1. Il ne leur reste qu'un match à disputer face à Valenciennes au Stadium samedi soir pour espérer boucler cette saison sur une meilleure note. Voilà, et puis pour revenir rapidement sur le match Stade Toulousain-Racing, sachez que Proval, l'Union des joueurs de rugby professionnel, s'est indignée par la prise en charge de la blessure de Florian Fritz et demande expressément la désignation d'un médecin indépendant sur tous les matchs de top 14 et de Pro D2. 2 dernières infos sport, le Stade Toulousain prépare déjà la saison prochaine. On atteste la signature du All Black de 33 ans, Corey Flynn, que vous voyez sur cette image au poste de talonneur. Et puis, il n'y a pas eu que des défaites ce week-end, puisque le TO13 a
réussi le doublé historique, championnat et coupe Lord Derby. Ils ont dominé Lézignan 38-12 samedi, bravo à eux. Les joueurs du TO13 qui seront sur le plateau de Samuel Prieur vendredi dans Côté Sport. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur TLT.